De tous les sujets concernant les chars de la guerre froide, celui de la course au calibre est sans aucun doute l'un des plus fantasmés. D'un côté, il s'agissait de l'un des facteurs ayant eu le plus d'impact sur les blindés du XXe siècle. De l'autre, cette course est finalement toujours un sujet d'actualité, de par, notamment, les conflits actuels pour savoir avec quel canon armer les chars du futur. De tous les pays ayant participé à cette course, l'Union soviétique en est sans aucun doute l'un des pionniers. 115 mm, 125 mm ou même 140 mm. Ce qui ne semble être qu'une histoire de dizaines de millimètres cache effectivement des décennies de développement, d'essais et surtout d'échecs. Dans cette vidéo, je tiens à vous présenter une brève rétrospective de ces canons soviétiques et post-soviétiques, afin de mieux comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Nous sommes en 1952. Le T-54 fut accepté en service il y a alors 6 ans et avec lui son canon de 100 mm qui équipait déjà les automoteurs Su-100 depuis 1944. Bref, le D-10 commençait à vieillir et même si les chars occidentaux de cette époque ne pouvaient absolument pas encaisser un obus de ce canon, il fut jugé utile par l'URSS de prévoir l'apparition de chars à l'ouest mieux blindés et mieux armés. Dans ce contexte, les ingénieurs se concentrèrent sur l'amélioration du canon de 100 mm. Il en résulta le canon D-54, plus imposant et avec des obus plus gros. S'il est largement oublié, c'est le canon qui servira de base à de nombreux autres et équipa plusieurs prototypes que vous pourriez connaître, notamment l'objet 141. Une version améliorée, notamment équipée d'un système de stabilisation différent, équipa l'objet 430, l'objet 140, etc. Dans tous les cas, la conclusion était la même. Si le canon était effectivement meilleur, portant la vitesse à la bouche de l'obus perforant à 1015 m/s contre environ 900 m/s pour son prédécesseur, les améliorations étaient trop mineures pour être jugées suffisantes. L'élimination des défauts de jeunesse prit longtemps, très longtemps. Plusieurs années. En 1959, les travaux sur l'objet 165 débutèrent, reprenant comme base le T-55, alors entré en service l'année d'avant. Et oui, dès 1958, l'usine 183 avait reçu l'ordre de réarmer le T-55 avec le D-54 TS, alors qu'il venait à peine d'arriver sur les lignes de production avec le D-10 T2S. Au lieu de tout simplement changer le canon, les ingénieurs décidèrent de revoir leur copie, des suspensions à la tourelle. Le projet sera réalisé cette fois très rapidement, seulement quelques mois, puisque l'usine travaillait déjà avant via ses propres fonds sur l'objet 142. Au cours de l'année 1958, le GECASMOT, le comité d'état du Conseil des ministres de l'URSS au matériel de l'armée, reçut une proposition du GAO, la direction principale de l'artillerie, concernant la création d'un canon à milice de 115 mm, ce qui était une première. Cependant, il fallait aussi que ce canon fasse à peu près les mêmes dimensions que ceux de 100 mm, et que les obus ne soient pas plus lourds. Pour ce faire, il fut tout simplement décidé d'utiliser un maximum d'éléments du D-54, dont le tube. Effectivement, le tube du 115 mm est un tube de D-54 sans alésage. Normalement, vous allez me dire, mais Akagi, j'ai toujours vu que le canon de 115 mm était basé sur le T12. Eh bien, c'est aussi vrai. Les deux canons ont été conçus à peu près en même temps, dans le cadre de deux programmes différents. Molot pour le 115 mm et Rapira pour le 100 mm à Amlis. La taille des obus de ce dernier était jugée trop imposante pour ne pas altérer toute la conception du véhicule. Le Molot fut donc conçu dans ce sens, permettant d'avoir des performances similaires pour une taille réduite. Ainsi, les écrits de février 1959 appellent à la création d'un puissant chasseur de chars armé d'un nouveau canon Amlis et à la création d'un nouveau canon anti-char. La vitesse à la bouche des tout nouveaux obus flèches du canon de 115 mm était de 1590 m/s et assurait de toucher une cible de 2 mètres à 1800 m en tir direct, par rapport aux 1200 m du canon de 100. Le travail sur le chasseur de chars fut entériné le 21 juillet 1959 par le Conseil des ministres de l'URSS, 50 exemplaires devant être présentés pour l'année suivante. L'usine 183 travaille donc très rapidement pour tenir ce délai et n'hésita pas à reprendre des éléments bien connus pour le véhicule sans pour autant négliger ses innovations. Le GECASMOT se mit quant à lui à travailler sur des obus à douille semi-combustible, un point particulièrement intéressant mais qui ne verra pas le jour en service, pour des raisons de futur chargement automatique. Compte tenu de la charge de travail, il fut proposé d'augmenter les salaires des travailleurs, mais cela aussi ne fut pas retenu, enfin je m'égare. Un canon U-5T avait déjà été préparé et des obus envoyés au centre d'essai à Leningrad. En parallèle, les ingénieurs travaillaient encore sur une version différente, l'U-5TS, devant être installé sur le chasseur de chars objet 166. Les résultats des essais de l'U-5T installé dans l'objet 141 étaient peu satisfaisants par rapport à l'U-5B, un canon simplement monté sur affût de ML20.
Les problèmes de précision, variant quand même de 0,5 à 1000, venaient néanmoins de la compétence qu'il fallait pour manier le canon dans un char, puisqu'une fois aguerri, le tireur de l'U5T avait la même précision que l'U5B. Il fut tout de même, au cas où, décidé d'expérimenter de nouveaux obus dans le futur sur U5B. Les plaintes suivantes allaient concerner le site d'essai en lui-même, jugé pas assez grand pour essayer les canons, et même s'ils avaient d'excellentes performances, les soviétiques voulaient l'essayer à longue distance, plus de 2 km. Tout de même, l'OKR Molot était décrit comme un véritable succès. Le seul point noir était finalement le tube du canon, trop lourd de 50 kg car il fallait l'épaissir, et oui, je vous vois sourire pour 50 kg, mais les soviétiques étaient littéralement au kilo près, tant ils étaient obsédés par la masse de leur char. Il était aussi un peu fragile, la durée de vie étant plutôt établie à 300 coups à l'obus flash au lieu de 500. Début 1960, l'usine 183 produit 2 prototypes du chasseur de chars Objet 166. Ces chars étaient équipés du 115 mm U5TS reprenant effectivement une base de D54 avec un tube sans alésage, le retrait du frein de bouche et un évacuateur d'âme déplacé. C'est le moment des conflits entre usines, évidemment. Il y avait un problème majeur. Si l'usine 183 affirmait pouvoir sans problème concevoir un chargeur automatique pour le 115 mm en une pièce, l'usine Malichev de Kharkov avait abandonné le projet pour le D54 de son objet 430. Puisque l'usine Malichev était plutôt privilégiée, il était impensable qu'elle puisse être en retard sur une usine concurrente. Le Gekasmot envoya une lettre au Gaoul leur disant que le développement d'un obus en un fardeau avec une douille semi-combustible, donc exactement ce qui était en cours d'étude pour 115 mm, devrait être fait avec précaution. Comprendre l'arrêté, puisqu'il serait possible de mécaniser le chargement en 2 pièces, ce qui serait impossible avec un obus en un fardeau. Évidemment, il était tout à fait possible de le faire, mais ainsi soit-il. Le travail continua sur l'objet 430 qui dut recevoir le 115 mm à la fin de l'année pour ne pas perdre la course avec l'usine 183. Le GBTU proposa le développement d'un canon à mise de 140 mais il fut rejeté. À l'été 1961, tous les travaux sur l'objet 165 et 166 étaient terminés. L'objet 430 avait été oublié en faveur de l'objet 432. C'est à cette époque que le char reçoit le nom de T62 et le 12 août 1961, le chasseur de char objet 166 est accepté en service sous le nom de char moyen T62, en 2 versions différentes. L'objet 166 reçoit le nom de T62 et l'objet 165 T62A. Ce dernier ne sera évidemment jamais produit en série. Par la suite, les soviétiques installeront un canon de 100 mm MT12 dans un T62 avec un radar, prouvant la complexité qu'aurait été l'adaptation du T12 au T62. Encore une fois, vous allez me dire, mais Akagi, tu as parlé d'un 140 mm Hamlis, qu'est-ce donc cette diablerie? N'est-ce pas un calibre moderne pour les chars occidentaux? Eh bien, pas vraiment. Si le 14 cm existait déjà dans certaines armées du monde, ça restait un calibre peu répandu et encore moins dans un char. Les soviétiques furent vraiment les premiers à se pencher sur ce calibre pour les chars, laissez-moi vous expliquer. En 1957, le Conseil des ministres autorise les travaux sur de nouveaux systèmes d'artillerie pour la nouvelle génération de chars lourds. L'un de ces systèmes, vous devez sûrement le connaître, c'est le Strela, avec ses canons à âme conique de 130 à 85 mm comiquement longs. Une des solutions proposées pour atteindre l'objectif fou des 2000 mètres par seconde était de développer un canon à âme conique toujours, mais de 175 à 85 mm. Pour tester la faisabilité du projet, les soviétiques construirent un canon de 162 à 100 mm sur un affût de BR2. Outre les capacités du canon, qui permettaient de perforer plus de 300 mm d'acier à 2 km, ce furent notamment les effets sur le corps humain produits par le recul et autres effets du canon qui intéressèrent les ingénieurs. Ces canons particuliers furent jugés sans grand avantage par rapport aux canons standards, voire même inférieurs sur certains points et certaines capacités surestimées par les ingénieurs. Ils repartirent donc sur une solution normale et l'usine de Tcheliabinsk reçut l'ordre d'installer les canons M68 et M69 dans son objet 770, mais je reviendrai sur ces canons un peu après. Finalement, le bloc de culasse du canon M69 était trop imposant pour être installé dans ce char, et il fallait trouver une solution pour conserver le bloc de culasse du canon 130 M65 avec les performances du M69. La solution, eh bien, comme pour le canon de 115 mm, il fut décidé de retirer l'alésage du 130 pour en faire un 140. Évidemment, le canon était plus long, il y avait d'autres petits changements, mais sa base restait le M65, retransmis dans son nom, le M65 GL. GL étant l'abréviation en russe d'âme lisse. Résultat, un canon plus léger, plus compact et surtout aussi performant que le M69. L'usine 172 proposa d'abandonner donc le canon de 152 mm du programme Taran pour se concentrer sur le 140. Une proposition soutenue par l'usine CTZ. Le NI-24, qui s'occupait du développement des munitions, rétorqua grossièrement qu'ils avaient déjà fait les obus de 152, donc ne venez pas nous faire chier pour en refaire pour un 140, concluant l'épopée du 140. Ou pas. Le 152 se révéla assez problématique, et l'usine 172 saisissant l'occasion, elle remit le sujet du 140 sur la table. Cette fois, LKZ se joint aussi à la partie,
proposant une version de l'objet 278 équipée de la nouvelle itération du canon de 140, qui avait pris le nom de Resietz. À des fins expérimentales, les ingénieurs de LKZ réduirent l'alésage d'un canon de 130 qu'ils installèrent sur un objet 277 expérimental, rebaptisé objet E277, fin 1959, début 1960. Ce char, qui utilisait des obus similaires au Resietz, démontra ses capacités impressionnantes. Plus de 150 mm de perforation d'acier à 2000 mètres à une inclinaison de 60 degrés par rapport à la verticale. Contre une plaque non inclinée, le canon perforait plus de 300 mm d'acier à la même distance. Alors oui, effectivement, ce sont des valeurs qui font sourire pour un 140 mm de nos jours, mais nous sommes en 1960. Un canon de 130 à 140 mm sur la base du M62T2 fut aussi proposé, sous le nom de Molotov T, mais ne vit pas le jour. Pour l'instant, eh bien, malgré tous ces essais, un véritable 140 mm n'avait pas été construit, ni véritablement ses obus. Cela aurait pris au moins une année et le NI-24 proposa plutôt de se concentrer sur le M65 et de produire plus d'obus flèches pour ce dernier, dont seulement 75 exemplaires existaient. Cette proposition coupa évidemment l'arbre sous le pied du 140, mais des discussions subsistaient. En 1960, les usines sont obligées de produire 3 exemplaires du Resietz, mais l'interdiction du développement ultérieur de chars lourds au milieu de l'année vient interrompre sèchement le projet. La solution se porta donc sur la bête amélioration du T10M avec la tourelle et l'armement de l'objet 277, donnant l'objet 292. Là encore, le projet n'aboutira pas. Mais alors, je parlais tout à l'heure du 152 mm, le M69, qu'en est-il donc? Eh bien, celui-là, son histoire remonte à un peu plus tôt. Exactement au milieu de l'année 1956. Outre les chars normaux, l'armée soviétique souhaitait s'équiper de chasseurs de chars de seconde ligne, devant engager les chars à une portée allant de 2 à 3 km, c'est-à-dire hors de la portée effective des chars de l'époque. Le concepteur en chef d'Ural Transmash proposa la création d'un automoteur ayant un canon pouvant tirer un obus d'une vitesse à la bouche de 2000 mètres secondes. Le 8 mai 1957, un décret du Conseil des ministres accepta le lancement de nombreux travaux sur la création d'armes et de blindés, dont des chasseurs de chars. L'un d'eux était le thème numéro 9 NT2 401-59, canon automoteur chasseur de chars, nom de code Taran. Un an plus tard, un cahier des charges fut établi par le NTK GBTU, le comité technique et scientifique du directorat principal des blindés. La tâche était relativement complexe, il fallait un canon ne faisant pas plus de 4 tonnes 5, pouvant tirer directement sur une cible à 3 km et capable de perforer 150 mm de blindage à 60 degrés de la verticale à la même distance. Le blindé reçut la désignation objet 120. Il fut estimé que pour répondre aux critères du cahier des charges, il fallait une vitesse à la bouche d'au moins 1935 mètres secondes. Problème, les poudres soviétiques des canons de l'époque permettaient au mieux de propulser un obus en environ 1200 mètres secondes. Les ingénieurs s'intéressèrent donc à diverses façons de contourner le problème, et la solution optée fut bêtement d'accroître le calibre. 2 canons furent conçus sur cette base. Un canon de 130 mm M68 et un 152 mm M69, tous deux reprenant divers éléments du M65. Si le 130 mm affichait un petit tube de 8 mètres, celui de 152 se targuait d'en avoir un dépassant les 10 mètres. Malgré cela, la capacité à atteindre une cible à 3 km fut tout de même remise en doute et réduite à 2500 mètres. Début 1959, les soviétiques terminent les essais balistiques de ces canons, avec des résultats très prometteurs. La décision fut prise en mars d'arrêter tout travail sur le M68 pour se concentrer sur le M69. La construction et les essais d'un blindé utilisant ce canon étaient prévus pour début 1960, et il fut proposé de réutiliser simplement un châssis modifié de Sus-en-P pour ne pas avoir à concevoir un châssis spécial. Eh bien, cette proposition fut rejetée, car un tel canon ne pouvait tout simplement pas se contenter d'un aussi maigre châssis. Plutôt, le Sus-en-PM sera choisi comme base à l'objet 120. Ce dernier fut construit et reçut un numéro propre en mars 1960, avec un peu de retard. Il est intéressant de noter que le 120 n'a jamais tiré un seul obus, puisque les travaux ont été annulés le 30 mai 1960, même pas 3 mois plus tard. Pourquoi un arrêt aussi brusque? Eh bien, les travaux en cours sur les fameux 100 mm et 115 mm étaient bien plus prometteurs, et ne nécessitaient pas de devoir construire un blindé spécifique pour la lutte anti-char. Le 120 resta néanmoins sur les terrains de l'usine pour servir de banc d'essai. Des galets en différents matériaux, de l'équipement de bord, des alliages, etc. Malheureusement, aucun des rapports de ces essais n'a été conservé. En 1963, l'objet 120 fut envoyé à Kubinka pour y être entreposé, après n'avoir tiré aucun coup de feu, et surtout après n'avoir jamais reçu son système de chargement. Si vous souhaitez une vidéo dédiée à l'objet 120, puisque je ne l'ai abordé que brièvement, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Revenons-en à nos canons. Si le canon de 115 mm qui vient d'entrer en service est tout à fait suffisant pour détruire les chars occidentaux, notamment le M60 américain, eh bien la seule façon d'accroître vraiment ses performances reste d'augmenter son calibre. Donc le travail sur un successeur au 115 mm débuta très exactement le 8 juin 1961. Les ingénieurs représentaient l'OKB9 12ZTM, le Ni-24, le Ni-6, l'OTB40, l'usine Malichev, l'usine 183 et le Gekot. Tout ce beau monde avait un objectif:
Concevoir un canon de 122 à 125 mm ayant une vitesse à la bouche de 1800 à 1880 mètres secondes et permettant de perforer 150 mm d'acier à 2 km à 60 degrés par rapport à la verticale, dans le but de l'installer sur l'objet 432 et 166. Nabutovski, représentant de l'usine de Malichev, affirmait que cela nécessiterait un profond changement à apporter à la conception du 432, devant revoir la tourelle, les râteliers et divers systèmes. Kipnis Kovaliev, représentant de l'usine 183, trouvait quant à lui la tâche plutôt simple pour le 166, puisqu'il n'aurait fallu qu'apporter des changements mineurs au compartiment de combat. Dans ce cas-là, l'histoire nous prouvera qu'il sera finalement plutôt simple dans les deux cas. Si le canon à Amlis sonne comme la seule solution concevable, ce n'était toujours pas la seule option. Effectivement, si le canon de 125 mm à Amlis D81 fut le premier conçu, il fut proposé en 1962 de concevoir un canon rayé, ayant les dimensions du D81 et des caractéristiques similaires. C'est ainsi qu'une réunion eut lieu en juin portant sur un canon rayé de 122 mm, un calibre qui n'est pas étranger aux soviétiques, contrairement au 125. La décision prise fut la création du canon D83, unifié le plus possible avec le D81, empruntant les obus explosifs du canon M62 et doté d'un obus flèche de 6,5 kg, soit plus lourd que celui du D81. Évidemment, ce canon était moins puissant. La vitesse à la bouche oscillait entre 1600 et 1700 mètres secondes et les valeurs de perforation étaient moindres. Bref, le canon D83 avait initialement été choisi. Pourtant, un problème apparut bien vite. Et oui, l'objet 432 utilisait un système de chargement automatique, là où le T62 utilisait un chargeur tout de suite moins automatique. Il aurait donc fallu développer deux canons différents. De plus, le temps de développement d'obus flèches et explosifs fut jugé trop long. Il fut décidé de concentrer tous les efforts sur le canon de 125 mm et, en janvier 1963, le cahier des charges fut accepté. Vous allez me dire que finalement, le problème est le même, et oui, mais ne me posez pas de questions. En août, Uralmashzavod présenta les documents techniques du D81 et du T83 au comité d'État. Les deux canons furent essayés sur des affûts de la Seconde Guerre mondiale au centre d'essai de Pavlograd, en Ukraine. Il était difficile d'obtenir des conclusions pour départager les deux canons, les deux offrant de bonnes voire excellentes performances. Le 25 août 1963, une réunion se tint entre le Ni 61, le Ni 21 et le Vni 100. Les résultats analysés, le D81 présentait une plus grande précision de l'obus à charge creuse, expliquée par la nature même du canon D83, qui, même s'il était rayé, utilisait des charges creuses stabilisées par ailettes, contenues dans une sorte de douille, entre guillemets spéciale, ajoutant de la complexité au système. La conclusion était que le D80 était le canon le plus prometteur pour l'objet 432. Enfin, cette conclusion était plutôt hâtive et était poussée par le fait que le canon de 125 D85 était en cours de développement, avec lui une vitesse à la bouche de 2000 mètres secondes. Le Vni 100 et le Ni 24 jugent qu'il était trop tôt pour les départager. Ils avaient peut-être un peu raison. Les résultats d'autres tirs se révélèrent un peu en deçà des attentes, notamment en termes de vitesse à la bouche, avec plutôt 1745 mètres secondes que 1800. Quant au D85, le développement sera tumultueux. Il sera essayé sur l'objet 437 entre 1950 et 66, mais ne sera jamais produit en série. Évidemment, les querelles, dirons-nous politiques, continuent. Andrei Grechko, ministre de la Défense depuis 1967, milite pour l'installation de canons expérimentaux rayés sur l'objet 172 de l'usine 183. Un cruel manque de sens, puisque les obus pour ces canons n'existaient pas. De son côté, Pavel Kuleshov, chef du GRAOU, la direction principale de l'artillerie et des missiles, était un fervent défenseur des canons Amlis et ralentit directement le travail souhaité par Grechko. En 1968, le char T64 avec un canon D81 est accepté en service sous le nom de T64A. Vous allez probablement me demander ce que l'usine 183 était en train de foutre pendant que Kharkov faisait accepter ses chars. Eh bien c'est très simple, il travaillait évidemment à l'adaptation du 125 mm au T62. Ils misèrent néanmoins sur une refonte en profondeur du char. En 1964, suivant les travaux sur l'objet 167, les ingénieurs de Tagil proposèrent l'objet 167M, officiellement appelé T62B. Armé du D81, d'un chargeur automatique et de blindage composite, c'était effectivement un T64 sans les problèmes de fiabilité. Tout du moins sur le papier. Malheureusement, même si le char a été construit, il n'existe aucun rapport des résultats. Pour l'anecdote, Leonid Kartsiev, concepteur en chef, raconte un petit moment de la découverte par le ministre de l'Industrie de la Défense, Sergei Zverev, du T62B. Le 5 novembre 1967, Sergei Zverev vint à nous pour un anniversaire. À la fin de la journée, il arriva à l'atelier. Dans l'atelier, il y avait un T62 avec un canon de 125 mm. Avec l'ingénieur E. Krivosheya et le chercheur L. Terlikov sur la tourelle. Je commençais à expliquer au ministre de quel char il s'agissait. Il explosa immédiatement. Vous complotez encore contre Kharkov ? Comme vous le savez, le T-62B ne verra jamais le jour dans l'armée soviétique, l'objet 434 étant préféré pour finalement peu de raisons. Uralvagonzavod se mit à travailler en 1969 sur une version remotorisée du T-64A, l'objet 172, perspicacement aussi appelé T-64A avec moteur V45K.
Les travaux aboutirent l'année suivante sur l'objet 172M, reprenant le châssis de l'objet 167 ainsi qu'un nouveau moteur. Le 7 août 1973, le char fut accepté en service sous le nom de T-72 et reçut plus tard le nom non officiel Ural. Et c'est là que les choses commencent à devenir un petit peu obscures, puisque la plupart des projets existent, mais aucune photo n'est disponible. Le 7 août 1970, un ordre du ministère de l'Industrie et de la Défense prévoyait d'équiper les 3 premiers objets 172M de canons différents. Le premier aurait été un 125 mm à Amlis, le deuxième un 130 rayé conçu par Uralmashzavod, et le troisième un 130 rayé conçu par Sverdlovsk. L'ordre fut annulé 2 mois plus tard. En 1972, l'usine Motoviliha se mit à travailler sur un canon de 130 mm rayé 2A50. Ce canon avait certains avantages par rapport au 2A26, l'autre nom du D81. Il était plus précis, possédait déjà un missile guidé anti-char, un manchon anti-Arcure et un système de recul symétrique. 2 objets 172M modifiés et nommés 172MN, N signifiant rayon en russe, reçurent ce canon et seront essayés de 1973 à 75. Lourd et imposant, ce canon manquait évidemment de munitions modernes. Dans ces conditions, et le chef du Graou étant un fervent partisan des canons à Amlis, le projet fut abandonné. Durant cette période, les ingénieurs développent aussi d'autres versions surarmées du char. En mai 1974, l'objet 172-3M, aussi appelé objet 186, à ne pas confondre avec l'autre objet 186, est conçu sur la base du Buivol. L'objet 172-2M, mais avec ce canon de 130 mm. Le char est terminé le 16 décembre 1976. L'objet 172MD est quant à lui un 172M armé du canon en Amlis de 125 mm 2A49, une version plus puissante du 2A46, utilisant de nouvelles pièces. Ce fut pour l'instant la fin des projets visant à surarmer les chars soviétiques. Effectivement, que ce soit du côté de Kharkov ou de Nijni Tagil, les efforts se portaient sur l'évolution de la plateforme en général avant l'armement. Cela ne signifiait pas pour autant que les canons n'allaient pas être améliorés, mais simplement qu'ils le seraient sur d'autres points que le calibre. Tous les travaux des ingénieurs allaient se porter sur l'amélioration du 2A46, le 2A46M. Grossièrement, toutes les pièces principales allaient être modifiées, du bloc de culasse au tube. Il en résulta un canon plus précis, mais surtout acceptant de plus fortes pressions en son sein, permettant d'y charger des munitions et des charges plus fortes. Un autre canon apparaît aussi à la fin des années 70, que vous connaissez potentiellement, le 2A82 de 125 mm. Vous connaissez forcément sa version modernisée puisqu'elle équipe le T14. L'objet 785 de Tcheliabinsk servira, entre bien d'autres choses si vous avez l'œil aiguisé, de banc d'essai à ce canon et à un canon rayé de 130 mm. Quelques années plus tard, en 1981, les ingénieurs d'Uralvagonzavod se lancèrent dans la conception d'un canon automoteur anti-char sur base de T-72, l'objet 151. Si vous connaissez un petit peu les désignations russes, vous savez que le canon automoteur anti-char est un terme très spécifique, que l'on retrouve notamment pour le JAL-OS ou le Sprout SD. Ce char s'inclurait donc en quelque sorte dans cette lignée. Si nous n'avons aucune, et je dis bien aucune information sur ce projet, les plans existent toujours et semblent montrer un T-72 avec une tourelle adaptée à un canon, soit de 125 mm mais bien plus puissant, soit tout simplement d'un calibre plus important, jusqu'au 152. Il est intéressant de noter qu'il possède aussi un radar, à la manière du MT-12R, permettant d'engager les cibles par tout temps à longue distance. OVZ commença aussi à travailler à partir de décembre 81 sur un canon automoteur anti-char utilisant le canon de 125 mm à Amlis 2A66. Ce 2A66, vous le connaissez aussi. En avril 1986, le ministre de l'Industrie et de la Défense signa un décret sur la préparation de la production en série des T-72B équipés de ce canon pour 1988. Un T-72B reçut ce canon en 1986 sous la désignation objet 185, mais les corrections apportées au canon prirent longtemps, tellement longtemps que les véhicules qui apparurent en 1989 avec le 2A66 étaient les objets 187 et 188. S'ils présentaient des avantages par rapport au 2A46, notamment la puissance des obus, le 2A66 avait pas mal d'inconvénients. Un frein de bouche gênant ou bien une incompatibilité avec les obus déjà produits le rendirent moins attrayant. Le 2A66 sera abandonné en faveur de l'amélioration du 2A46, mais aussi du développement en parallèle, et ça vous l'attendiez sûrement depuis longtemps, de canons de 152 mm. Objet 292, objet 477, objet 195. Ça, c'est du canon. Et quel canon, au pluriel, puisqu'ils étaient bien différents outre leur calibre identique. Les années 80 sont marquées par l'apparition à l'ouest de chars bien mieux blindés, notamment les Léopard et Abrams. Ces chars remettent nettement en cause la supériorité des soviétiques dans le domaine des chars, qui était acquise depuis les années 40. Ainsi, au milieu des années 80, la course au canon est revenue au centre des discussions des ingénieurs soviétiques.
notamment à Kharkov. Au début de la décennie, les ingénieurs du KMDB s'étaient lancés dans la conception de l'objet 490, prenant en 1981 le nom de Topol. Il s'agissait d'un blindé tout à fait classique, pour lequel deux armements ont été proposés, le canon de 120 mm 2A66 ou un canon de 130 mm. Si la première option fut choisie, le choix de surarmer le véhicule restait dans la tête des ingénieurs. Quasiment en même temps est développé l'objet 490A Buntar, et là encore, la question du calibre restait en suspens. Le char devait posséder un 130 mm, mais les ingénieurs s'engagèrent sur la piste du 140 et du 152. Le général Litvinenko, à la tête du comité scientifique du Graou, argumenta en faveur du 152 mm, suite à quoi la décision fut prise. Deux prototypes semi-fonctionnels, puisqu'il n'y avait finalement que le moteur qui fonctionnait, de l'objet 490A furent construits à partir de 1983, utilisant tout de même toujours le 125 mm. Conçu à Leningrad, le canon de 152 mm LP73 allait être utilisé sur la prochaine itération de l'objet 490A sous le nom d'objet 477, nom de projet Boxior. Ce nom sera modifié en Molotte à la fin des années 80 en raison de fuites. En 1984, les trois usines principales proposent leur projet et Kharkov reçoit la tâche de développer le sien. Le premier prototype de l'objet 477 fut assemblé en 1987. Il est intéressant de noter que le char fut construit en deux versions tout à fait différentes. La première était basée sur le T64 et motorisée par un 6TD, et la deuxième sur le T80, elle motorisée avec un turbomoteur. Suivant la chute de l'URSS, l'Ukraine, qui conserva donc les projets de 477, continua son développement dans le cadre des programmes Zaslon et Nota. Développé conjointement avec la Russie jusqu'au début des années 2000, l'objet 477A Nota fut abandonné pour bien des raisons que je n'ai pas forcément besoin d'expliquer. De façon plutôt intéressante, l'Ukraine, qui avait déjà un certain savoir-faire dans le domaine des canons, avec le KBA-3, copie du 2A46M, et le KBA-2, un canon de 120 mm destiné au marché occidental, eh bien, se lança dans la conception de son propre canon de 140 mm. Le canon Bagheera, de son petit nom, affiche des performances généralement correctes, pour ce que l'on sait. Malheureusement, personne, ni l'Ukraine, ni le marché étranger, ne s'intéressa à ce canon. Repassons la frontière à l'est. Si Kharkov était le premier acteur à s'intéresser au canon de 152, il allait être peu après suivi par Leningrad. À la fin des années 80, le Burevestnik développe un successeur au LP73, le LP83. Dans le cadre du programme Leader 2000-2005, les ingénieurs du Spetsmash planchèrent sur une conception radicalement différente. Déjà, il fallait concevoir une plateforme modulaire. Pouvant accueillir plusieurs armements ou pas, il devait aussi bien pouvoir servir de chars d'assaut que de camions, enfin, chars de pompiers. Ce n'est pas une blague. Chacune des caractéristiques de l'objet 299 était poussée à bout. Motorisation, blindage et évidemment armement. C'est bien là l'un des premiers projets de Leningrad de conception d'achat avec un 152 mm, à tourelle inhabitée d'autant plus. Malheureusement, seul le châssis sera construit et le projet sera abandonné. Leningrad est néanmoins connu pour son approche la plus pragmatique du char surarmé. Loin de nous les nouveaux blindés démesurés, ici nous allons construire le T80U, armé du LP83. Afin d'essayer le concept, LKZ et le concepteur en chef Dziavgo reprit un T80BV et adaptèrent sa tourelle au nouveau canon de 152 mm, et ajoutant des contrepoids à l'avant. Les premiers essais de tir débutèrent dès qu'il fut terminé en 1990 et il était attendu une augmentation de 50% de la puissance de feu, comprendre la perforation. Dziavgo raconte: Lors de la décision sur le travail concernant l'armement principal du char, le type de canon était devenu un problème. Il n'y avait aucun partisan du canon rayé. Nous avons décidé de commander un canon à Hamlis de 152,4 mm avec la possibilité de l'installer à la place du T81 dans la tourelle du T80. La réunion fut suivie par le directeur de l'Institut Burevestnik, Rudkov. Les concepteurs de l'Institut effectuèrent leur travail efficacement et en temps et en heure. Nous avons fourni la documentation sur le système de chargement, la modification de la tourelle et l'installation du canon. Le char reçut l'index Objet 292. L'usine d'Ijora reçut la commande d'une tourelle mécano-soudée, mais la refusa prétextant avoir déjà assez de commandes en cours. Il s'avéra qu'elle aurait pu le faire, mais seulement en ajustant le timing. Dans ces conditions, il fut décidé de modifier une tourelle existante de T80B, nécessitant tout de même des modifications importantes. Au terrain d'Orgev, l'objet 292 tira sur un T72. Les résultats étaient sans appel, il y avait plusieurs brèches dans la tourelle, les appareils et les équipements dans la tourelle sont sortis de leur socle. Les résultats du canon révélèrent qu'il avait effectivement plus de 50% d'augmentation de la puissance des obus par rapport au 2A46M. Le canon ne causa pas plus de problèmes de recul que le 2A46 et montra qu'un canon de 152 sur T80 était une solution tout à fait viable. Cependant, le client du 292, l'armée russe, et non plus soviétique donc, ne se montra pas intéressé. Le 22 octobre 2007, l'objet 292 fut envoyé au musée de Kubinka. Nous avons donc vu que les projets de Kharkov et de Leningrad se sont terminés de la même façon.
terrassés par la chute de l'URSS et oubliés par leur nouveau pays adoptif. Alors, qu'en est-il de Nijni Tagil? Eh bien, eux aussi, l'histoire remonte aux années 1980, à la fin de cette décennie où faisait travail d'arrache-pied sur l'amélioration du T-72 dans le cadre de 2 programmes. L'objet 188 dans le cadre du programme Severshensky 72B et l'objet 187 dans le cadre de la première partie du programme Severshensky 88. Finalement, 2 programmes en compétition. L'histoire nous le montrera, la chute de l'URSS mènera à l'abandon du 187 qui ne servira que de banc d'essai suivant 1991 au profit du 188 qui entrera en service en 92 sous le nom de T-90. Le 13 novembre 1991, un peu plus d'un mois avant la disparition du pays, la deuxième partie du programme Severshensky 88 est lancée. Dirigée par Chelgatchiov, qui travaillait déjà sur le 187, la deuxième partie doit mener à la création d'un char prospectif nommé Objet 195. Néanmoins, la chute de l'URSS ralentit énormément le développement du char, qui ne prit véritablement qu'à la fin des années 90. Le premier prototype est préparé entre octobre et novembre 2000 et se présente effectivement comme un monstre. Un canon 152 mm spécialement conçu pour lui, nommé 2A83, équipé d'un système de protection active, d'un canon secondaire de 30 mm, d'une tourelle inhabitée ou même d'un radar terrestre, principalement là pour compenser le retard technique des soviétiques dans le développement de caméras thermiques. Sans trop entrer dans les détails, puisque le 195 mériterait une vidéo propre à lui, là encore dites-moi si vous en voulez une, eh bien le canon était excellent, des obus énormes, un ATGM surpuissant et une durée de vie du tube pitoyable. Et oui, le principal défaut de ces canons gigantesques était leur durée de vie. Leur but était d'offrir des capacités anti-char inégalées. Cela passe donc par l'utilisation d'obus flèches demandant des charges plus puissantes, contrairement par exemple aux obus explosifs. Dans ce cas, un tube peut durer une bonne centaine de tirs d'obus flèches à pleine charge, ce qui est tout bonnement inacceptable pour n'importe quelle armée. On peut aussi noter qu'un tube n'a pas qu'une seule durée de vie. Elle doit plutôt être séparée entre durée de vie utile, durée de vie de précision et durée de vie totale. Si l'on part du principe que la durée de vie utile du 2A83 à l'obus flèche est d'une centaine de coups, le Léopard 2 à la DM33 était plutôt de 400 à 500 coups. Dans tous les cas, l'objet 195 fut annulé officiellement en 2010. Et avec cette fin débuta le début du projet Armata. La question se posait il y a longtemps sur le canon qu'aurait char Armata. Nous le savons, le 2A82-1M de 125 mm a été choisi, et le 152 a été, tout du moins pour l'instant, abandonné, puisqu'il nécessiterait une refonte totale du char. Et c'est ainsi que j'aimerais achever la vidéo. Elle est longue, je le sais, mais il y a tellement de choses à dire à ce sujet qu'il est difficile de rester concis. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié, et je vous dis à la prochaine.